je voudrais, Géraldine, Manuel, Patrick, que vous puissiez vous présenter. Et en quoi cette question de la responsabilité sociétale des entreprises, vous la connaissez bien, mais pourquoi? Géraldine, vous êtes la directrice générale France de Positive Planète, mais pas que, racontez-nous. Oui, alors bonjour à tous. En effet, depuis maintenant un peu moins d'un an, je suis directrice générale donc, de Positive Planète France, qui est une association qui a été créée par Jacques Attali il y a 12 ans et dont je dirais l'action principale, c'est d'accompagner des entrepreneurs dans les quartiers pour qu'ils transforment une idée d'entreprise en véritable activité et entreprise. Donc ça, je fais ça depuis quelques mois. Oui. Et avant ça, et d'ailleurs on avait eu l'occasion de se voir notamment dans le cadre d'événements Nos quartiers ont des talents. Exactement. J'étais donc directrice de la responsabilité sociale et environnementale du groupe Capgemini, et ce pendant 8 ans. Donc 8 années d'expérience, 8 années au cours desquelles justement j'ai soutenu un certain nombre d'acteurs, d'associations, d'ONG, et notamment Positive Planète. Et j'ai souhaité passer de l'autre côté, finalement. Et en plus, je suis passée de l'autre côté dans des conditions un peu particulières, puisqu'en fait, je suis en mécénat de compétences. C'est-à-dire que Capgemini me met à disposition, gracieusement, pendant 3 ans, au bénéfice de Positive Planète. Et voilà, et maintenant, j'ai la joie de diriger cette association qui est composée de plus de 50 salariés, dont certains sont présents. Et ça répond à des questions que d'autres se posaient dans la journée. Les entreprises, conscientes aussi de leurs responsabilités, mettent aussi à disposition des talents, des compétences. Et merci de l'incarner aussi bien. On va venir sur toutes ces questions. Manuel Lepoutre, vous êtes senior vice-président Civil and Society Engagement chez Total. In English, je peux le faire en occitan, ça c'est mon côté aveyronais. Mais encore, Manuel, ça veut dire quoi finalement? Alors en français, ça se traduit quand même, c'est directeur de l'engagement avec la société civile. Mais ceci dit, c'est une direction qu'on a créée il y a 2 ans. Après un processus de co-construction, nous avons redéfini chez Total l'ambition, qu'est-ce qu'on voulait devenir à 25 ans, avec les 100 000 employés de Total sur la planète. On a fait un processus assez construit. Et on a donc défini notre ambition, je pourrais y revenir. Et en la redéfinissant, on a décliné ça en un certain nombre de choses, dont une organisation nouvelle, où on a créé une business unit parmi les 4 business units du groupe en charge de développer la transition énergétique, les énergies nouvelles, la chaîne gaz, électricité, etc. Oui. Et puis au corporate, on avait une direction développement durable et environnement dont je m'étais occupée, d'ailleurs, que j'avais construite en 2008-2009, avec progressivement différentes pièces de puzzle. Et on a décidé qu'on était assez mûrs pour remettre, par exemple, la direction climat, qui était sous ma responsabilité à cette époque, dans la direction stratégie, puisqu'on ne pouvait pas, étant Total, ne pas intégrer le climat dans la stratégie, etc. Et qu'il restait quelque chose que l'on sentait fortement il y a donc 2 ans et demi, 3 ans, qui était le fait que on considérait, nous, bien sûr qu'on était un acteur économique de poids international, bien sûr, mais qu'il fallait absolument qu'on développe le côté citoyen de l'entreprise. Et on avait des bouts de choses un peu partout, dialogue parties prenantes, sociétal, RSE, éthique, et qu'en les rassemblant et en donnant comme responsabilité à cette direction de créer le dialogue, de construire avec la société une autre façon de faire, on allait progresser. Et donc, on m'a confié cette direction. Aujourd'hui, voilà, et je suis en train de la construire depuis 2 ans avec beaucoup de plaisir. Et vous connaissez bien ces sujets qui sont passionnants, évidemment. Patrick Nossan, vous êtes président d'un cabinet qui s'appelle Certivea, c'est ça? C'est quoi exactement votre cabinet? Quel est votre rôle sur ces sujets? Alors, je suis effectivement le président et le fondateur de Certivea, qui est un organisme dont finalement la vocation est d'accompagner le changement, les transformations, d'accompagner les entreprises du monde de l'immobilier et de la ville dans toutes les transformations qui sont à l'œuvre en ce moment. Alors on a commencé par l'environnemental et la performance énergétique, un grand défi que le monde de l'immobilier et de la ville devait relever. Et puis comme on est branché vraiment en osmose avec le monde de l'immobilier, et qui nous font confiance pour les accompagner dans les transitions. On s'intéresse maintenant aussi aux transitions sociétales, donc à la qualité de vie au travail ou aux transitions numériques, puisque le numérique arrive en force
dans le monde, partout d'ailleurs, et il faut à la fois lui donner du sens et puis accompagner les transformations dans les entreprises. Et on va revenir tout à l'heure sur les indicateurs qui permettent finalement de calculer tout ça, mais je veux d'abord revenir sur la question philosophique qui nous est posée. Si je rajoute un point d'interrogation finalement à la thématique, est-ce que les entreprises ont une responsabilité sociétale? Bien sûr, je fais l'avocat du diable en posant cette question. Qu'est-ce que vous répondez, vous, quand on vous demande finalement le rôle des entreprises et le rôle peut-être de plus en plus prégnant de l'entreprise dans la société et dans la cité finalement qui l'entoure? Géraldine. Ah bon, alors moi je vais parler du côté que je vis maintenant. Oui, bien sûr. Même si l'autre a été aussi très intéressant et très enrichissant. Mais en effet, dans l'activité que nous avons aujourd'hui au sein de Positive Planet, je pense que en tant qu'association, nous sommes présents dans des quartiers, nous faisons un certain nombre d'actions que je pense que les entreprises ne peuvent pas faire directement aujourd'hui. Et vous travaillez en complémentarité, bien sûr. Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une complémentarité en effet entre ce qu'on peut faire en tant qu'association, les actions qu'on peut mettre en place, les résultats qu'on peut avoir et que peut-être ne peuvent pas faire les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, et c'est déjà le cas bien sûr, mais que ces deux mondes, en tout cas ces deux écosystèmes, travaillent encore peut-être plus ensemble et je dirais s'écoutent un peu plus. Parce qu'en étant passé de l'autre côté, finalement, je me rends compte que pendant pas mal d'années, en fait, j'ai plaqué un certain nombre d'idées que j'avais, moi, côté entreprise, auprès des partenaires, auprès des associations, sans forcément toujours les écouter, finalement. Bien sûr. Et quelque part, j'ai influencé un peu leur modèle. Donc je pense que c'est ça, voilà, c'est comment on arrive à mieux collaborer et comment on arrive peut-être à mieux s'écouter. Manuel, j'ai l'impression, on ne va pas refaire le passé sur toutes les entreprises et toutes nos responsabilités, mais finalement on est tous au pied du mur dans les entreprises, au pied du mur pour la transition écologique, au pied du mur pour toutes les questions de développement durable, pour notre responsabilité, au pied du mur pour les questions sociales, d'inclusion évidemment, au pied du mur peut-être sur notre nouvelle relation au travail. Et c'est parce qu'on est au pied du mur finalement qu'on trouve une énergie et c'est ce qui donne des nouvelles responsabilités finalement aux entreprises dans ces questions-là. Oui, alors il faut aussi se sortir peut-être de l'angle strictement français, parce que, bon, étant globaux, je pense que réaliser que notre rôle, bien sûr, il est, nous, le nôtre, c'est la mission, c'est de fournir de l'énergie propre, abordable et fiable, et les trois mots avec la même importance. Mais quand on travaille dans des pays en voie de développement, on réalise que les enjeux sont très complexes et que si on reste en silo, c'est-à-dire qu'on se cantonne à dire ce qu'on a dit, historiquement parlant, oui. Nous, notre rôle, c'est de créer une économie durable et donc il faut gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir, etc. L'État, lui, redistribue ses taxes et à lui d'équilibrer le social, les associations, etc. Si on cantonne chacun dans un rôle, ça ne marche pas. Bien parce sûr. que les problématiques deviennent de plus en plus complexes. La preuve est faite que de toute manière, il se crée des dérives entre les territoires, les pouvoirs centraux, etc. Enfin, je vous en passe. C'est presque des banalités aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et que si on reste sur ce schéma, chacun dans son domaine, et surtout on se regarde, comme Géraldine le disait, en disant non mais les autres travaillent comme ci, c'est leur boulot, nous on travaille comme ça, c'est plus efficace, ça ne fonctionne pas. En particulier sur les enjeux complexes. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit à un moment, on a une responsabilité finalement sur le fait que ça ne fonctionne pas. Oui, oui. Bien sûr sur les enjeux environnementaux complexes comme le climat, où on a passé des années à s'opposer entreprises, citoyens et États en disant mais pourquoi il y a qu'à. Mais c'est aussi vrai sur les problèmes d'inclusion sociale. Ça, on pourra le développer, mais c'est aussi vrai là-dessus. Alors, Patrick, vous nous donniez quelques indicateurs. Justement, comment est-ce qu'on calcule cette responsabilité sociétale des entreprises? Comment vous intervenez? Avec quels indicateurs? Quels items? Racontez-nous. Comment vous faites passer la visite médicale aux entreprises pour établir un diagnostic? Alors, c'est finalement assez simple. La méthodologie qu'on a mis en place il y a maintenant quelques dizaines d'années et qui rejoint ce que vous dites. On part du constat qu'il y a des nouveaux enjeux. Alors, on est parti, nous, de l'enjeu de la transition énergétique, par exemple. Aujourd'hui, l'énergie, ça concentre les problèmes de gaz à effet de serre, les problèmes d'accès à la ressource, mais aussi des questions économiques. On parle aujourd'hui
de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer dans leur logement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc on concentre des aspects qui sont à la fois environnementaux, sociétaux et économiques sur un sujet qui paraît aussi simple que le sujet de l'énergie. Donc on repère l'enjeu. Quelles sont les bonnes pratiques? C'est-à-dire, est-ce que véritablement, aujourd'hui, il y a quelque part des entreprises, des architectes, des bureaux d'études qui ont identifié des choses et qu'est-ce qu'il y a dans les cartons des chercheurs qui pourraient permettre de faire évoluer un sujet dans un domaine précis? Et puis, tout simplement, on partage tout ça et on encourage ensuite les acteurs à utiliser ces bonnes pratiques, ces nouvelles façons de mesurer. Nous, on est un peu cartésien. Alors, j'ai entendu tout à l'heure dire que c'était un défaut. Oui. Alors, il y a évidemment le défaut du cartésien qui est de ne pas prendre en compte la dimension humaine. Donc, oui, on prend en compte la dimension humaine, notamment au travers du sens que tout ça a, et c'est vraiment très important, mais aussi du management, de la formation, des nouvelles compétences qu'il faut absolument acquérir. Mais aussi, ce qui ne se mesure pas ne progresse pas, ou en tout cas, on a bien du mal à progresser de façon continue et organisée si on ne le fait pas. Donc on propose effectivement des métriques. Et le côté sympathique... Des métriques sur quelle thématique rapidement? Là, on prenait l'exemple de l'énergie, mais on a maintenant, on travaille sur le champ du numérique, on travaille sur le champ de la qualité de vie au travail. Donc quand on dit les métriques sur l'énergie, c'est assez facile, on compte des kilowattheures. Bien sûr. Quand on parle de qualité de vie au travail, c'est évidemment un peu plus compliqué. Donc on parle d'évaluation, on parle de démarches collaboratives, on va parler, etc. De façon à effectivement créer des dynamiques qui, même si elles ne se mesurent pas au kilo de bonheur, permettent quand même de se rendre compte que l'on progresse. Et ça, c'est vraiment le collectif qui permet de l'apprécier. Manuel, on le sait, pour que finalement cette responsabilité soit partagée par tous les collaborateurs, ça ne peut pas être la décision d'un dirigeant ou de dirigeants, plusieurs dirigeants, selon leurs avis, leur histoire au cas personnel évidemment. Il faut que ça vienne aussi des collaborateurs. Vous avez une démarche participative finalement dans cette démarche du groupe Total. Vous avez interrogé, fait participer les collaborateurs pour faire naître en fait une sorte de stratégie ou en tout cas, oui, cette quête de sens? Oui, ce que j'avais abordé, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, même 3 ans et demi maintenant, on s'est posé la question au niveau de la direction du groupe. Où va-t-on? Que veut-on faire de ce groupe? Et on a d'abord fait les choses de manière très classique, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs groupes de dirigeants qui ont réfléchi ensemble, ont projeté, etc. Mais très vite, on a proposé à notre PDG de challenger ce que l'on faisait, en faisant travailler toutes les 100 000 salariés du groupe qui le souhaitaient. Wow. Ce n'était pas un exercice forcé. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que le digital a permis de le faire. Et ça a nourri énormément notre réflexion. Et on a intégré tout ça pour, à la fin, redéfinir une ambition qui tient une dizaine de pages et qui intègre une grosse partie de ce que les salariés nous ont fait remonter. Pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont antinomiques. Bien sûr. Et puis à la fin, c'est bien la direction qui doit prendre sa responsabilité et choisir la direction. Mais c'est vraiment un partage de co-construction. On a fait bien évidemment la même chose sur la redéfinition de nos valeurs, qui datait un peu, même si les valeurs, ça ne change pas tous les jours. Et on le fait aussi sur... comment veut-on travailler, qui veut-on être en ce moment? Oui. Et notamment le lien avec la société tel que nous le voyons dans ma direction est challengé actuellement par tous les employés, et notamment aussi sur des politiques qu'on a choisies sur le sociétal. Oui. Et on verra ce qu'on en fait. Donc on a pris cette habitude de construire, on n'en a pas fait une publicité monstrueuse, mais ça crée une dynamique très importante, c'est très riche en plus pour la direction. Et c'est ce qui a aussi mené à prendre la décision de donner à chaque employé du groupe, s'il le souhaite, 3 jours qu'il peut consacrer à des associations ou autres, bien sûr, pour mieux créer le lien. Et ça n'existait pas chez nous à l'époque. Avec derrière offrir l'opportunité de faire quelque chose de concret et la fierté certainement de l'avoir fait. Géraldine, on vient de le dire, Manuel le dit, il peut y avoir une volonté, assumer sa responsabilité sociétale, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. C'est là où vous pouvez vous arriver finalement avec une box pleine d'idées et d'actions, notamment avec Positive Planet. C'est là où vous nous expliquez comment on peut travailler
travailler ensemble pour cocher les cases de la responsabilité sociétale, mais quand je ne sais pas que faire, je peux taper à votre porte, vous avez des trucs à me faire faire. Ah oui, je confirme. Je dirais dans mes fonctions aujourd'hui, moi j'ai 2 priorités quotidiennes. C'est la première, faire en sorte que ce qu'on fait, que les actions qu'on mène aient de l'impact. Bien sûr. L'impact auprès des bénéficiaires qu'on accompagne. Et la deuxième, c'est faire en sorte que les personnes et les salariés de Positive Planet travaillent sereinement et dans de bonnes conditions. Et pour ça, assez basiquement, on a besoin de financement, on a besoin de subventions. Alors, on en a déjà beaucoup. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique, je dirais, de développement, de changement d'échelle, de développement de nouvelles activités autour de la formation. Donc, je dirais que le premier besoin qu'on peut avoir, c'est clairement des financements et des subventions. Deuxième chose aussi quand même, et je peux en parler, on peut aussi avoir besoin évidemment des compétences des collaborateurs de Total ou d'autres entreprises, et on le fait déjà. On a un certain nombre de collaborateurs de chez AXA, La Poste et autres. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse dans certaines conditions. C'est-à-dire que l'idée, il faut que quand même les collaborateurs puissent consacrer un peu de temps. Évidemment. Sinon, c'est assez peu c'est pas une visite compatible. de zoo. Et puis, autre point qu'on oublie aussi souvent, c'est que on serait tout à fait ouvert aussi à pouvoir bénéficier finalement de l'écosystème de Total, c'est-à-dire de partenaires où on a parfois des difficultés à s'implanter dans certains territoires, et aussi bénéficier de ça, de cet écosystème de votre réseau. Je pense que ça pourrait nous aider et faciliter grandement notre tâche. On parle avec vous de la vie en entreprise, mais j'ai envie de revenir avec vous, Patrick, sur l'autre thématique du jour, c'est évidemment ces entreprises, dans quel environnement de travail. Parlez-moi peut-être en quelques mots, on a quelques instants devant nous, de la charte bâtiment connecté, bâtiment solidaire et humain. C'est quoi exactement cette charte? Elle a été lancée au Salon de l'immobilier l'année dernière. Et quels sont les leviers concrets que permet cette charte? Racontez-nous. Alors c'est une charte qui est assez exemplaire de la façon dont on travaille avec l'écosystème du monde de l'immobilier. C'est voilà un sujet qui nous arrive en pleine figure, le numérique. Tout le monde aujourd'hui a son smartphone en main. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment demandé d'ailleurs, mais c'est en quelque sorte la technologie qui drive l'usage. Et donc la question qu'on se pose dans le monde de l'immobilier, c'est comment allons-nous maximiser les opportunités qu'offre le numérique, parce que le numérique va offrir des nouveaux services aux occupants d'un immeuble, alors le maintien à domicile des personnes âgées, la réservation de salles, enfin voilà, je prends volontairement des choses très diverses, mais aussi l'efficacité énergétique ou la sécurité. Et puis, en même temps, il faut répondre aux interrogations et aux dangers qui peuvent naître du numérique, donc bien sûr les cyberattaques, la protection des données individuelles, etc. Donc cette charte, elle a été d'abord élaborée, c'est un langage commun qu'on a mis sur la table après un travail de plus d'une année avec presque 200 professionnels qui ont mis sur la table des bonnes pratiques et avec une signature avec le ministère de la Cohésion des Territoires. Ces acteurs se sont engagés à appliquer les principes. D'accord. Et puis on s'est engagé à rendre compte dans quelques mois au prochain CIMI des résultats. Nous avons développé un label d'ailleurs, qui est un engagement à faire, mais aussi à prouver ce que l'on fait, ce qui a une valeur bien sûr supplémentaire, à la fois dans la qualité des feedbacks qui permettent donc de profiter à tout le monde, mais aussi finalement dans cette dynamique de valorisation des immeubles, puisque un label, ça donne confiance. Et comme on a déjà fait des labels sur la qualité de vie qui ont donné confiance ou sur la performance énergétique qui ont donné confiance, donc entre HQE sur le développement durable, Osmose sur la qualité de vie et R2S sur le numérique, voilà des signes de qualité qui à la fois incitent les acteurs à aller vers ces nouveaux sujets, mais aussi qui, in fine, prouvent aux acquéreurs ou aux futurs utilisateurs d'un immeuble que ce bâtiment a des qualités qui sont supérieures et qui préfigurent finalement le bâtiment de demain, ce qui donne une valeur économique d'ailleurs au dispositif. On est là en train de parler de l'immeuble durable. Finalement, tout le monde a y gagné. L'entreprise a y gagné, le collaborateur et évidemment la société y gagne. On est là dans du gagnant-gagnant et non pas dans du donnant-donnant. Qu'est-ce qu'on y gagne les uns et les autres finalement? Quels sont les impacts que vous avez pu percevoir? Et qu'est-ce qui fait peut-être votre fierté au quotidien de travailler sur ces sujets-là, Géraldine?
Moi, ma fierté au quotidien, c'est de voir qu'en effet, on accompagne des gens qui souvent sont des demandeurs d'emploi, des gens au RSA, et on les accompagne pour créer leur activité, pour aussi créer leur emploi. Bien sûr. Et en plus, dans ce qu'on fait, ce sont souvent des entreprises qui sont pérennes. Voilà, aujourd'hui, ma fierté, elle est là, et on souhaiterait en faire encore plus. Donc, c'est un peu ce que je vise aujourd'hui. Manuel, votre fierté ? D'abord, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on gagne? Oui. Alors, moi, je suis convaincue qu'à mieux travailler ensemble, avec différentes parties prenantes, à mieux connaître finalement d'autres acteurs de la société, on s'enrichit, on devient plus agile. Et finalement, ce que j'ai observé depuis quelques temps, c'est que on réagit mieux. Finalement, on fait quelquefois les choses un petit peu différemment et dans le meilleur sens. Donc ça peut paraître une évidence, mais non, parce que avant on se reniflait pas trop, entre guillemets. Oui, oui. Donc voilà, l'agilité. Après, le fait d'impliquer les salariés tous ensemble, ça donne quand même une fierté, parce qu'il y a forcément un meilleur dialogue, une meilleure compréhension que juste finalement la mission qui vous est dédiée dans l'entreprise. On fait plus partie d'un tout. Oui. Et on a donc une meilleure fierté. Après, moi, ma fierté, c'est une fonction qui, dans un groupe comme le nôtre, n'est pas toujours facile, parce que c'est une question aussi de changement de culture, de faire évoluer les gens. Mais finalement, dès que je mets un peu le rétroviseur avec mes équipes, on voit la vitesse aussi à laquelle on peut faire évoluer un groupe comme le nôtre, et puis l'impact positif qu'on peut avoir sur nos partenaires. Et là, j'ai pas de mots pour le dire, on est super fiers. Oui. Et donc, c'est le plus beau mot, certainement. Patrick, avant les questions de la salle, la fierté, finalement, vous Alors, deux qui sont liés, forcément. La première, c'est que sans subvention, sans contraintes, sans etc., on arrive à faire bouger des grandes entreprises d'un secteur pour vraiment répondre à des défis qui sont planétaires et très importants. Alors, évidemment, on voudrait que ça aille plus vite, mais quand même, ça bouge, et ça, c'est quand même une première fierté. La deuxième, c'est véritablement l'aventure humaine que ça représente. Alors, pas seulement dans notre toute petite entreprise, on est 50, mais dans tout l'écosystème du monde de la ville durable. On avait hier, on réunissait les quelques référents, tous ceux qui, dans les entreprises, sont ceux qui appliquent la démarche avec nous, qui nous aident à la construire, etc. Et cette fierté qu'ils ont, de dire, voilà, on sait pourquoi on se lève le matin et ça donne du sens à notre travail. 2, on développe des compétences et surtout, on les met en œuvre concrètement pour faire avancer et on voit des résultats. Et puis 3, on coopère à l'intérieur de l'entreprise parce que ça ne fonctionne pas si on est tout seul. Donc, ce sont des nouvelles coopérations à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et quand je dis à l'extérieur de l'entreprise, c'est avec d'autres entreprises, mais aussi avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG. Bien sûr. Je terminerai là-dessus. Dans les 17 ODD, Objectifs de développement durable, moi j'adore le 17e, je les aime tous. C'est lequel? Mais le 17e, c'est celui qui parle de la coopération pour atteindre les objectifs. Et effectivement, on n'arrivera pas tout seul à progresser. Il faut qu'on soit tous convaincus et qu'on soit tous responsables et responsabilisés, c'est le thème. Mais il faut aussi qu'on travaille tous ensemble et qu'on échange les bonnes pratiques pour avancer. Et on a bien compris que le mot ensemble était important. Peut-être des questions et des réactions? Amandine Fourléniduc. Amandine, votre question ou remarque ou exemple? Je travaille pour Bibliothèques sans frontières et effectivement, ce qui est intéressant sur ces sujets-là... Permettez-moi, pardon, que fait Bibliothèques sans frontières? 30 secondes de pub, allez-y. Alors, Bibliothèques sans frontières, c'est une association qui porte la connaissance auprès de ceux qui en sont privés. Et donc, on est dans les camps de réfugiés, mais aussi dans les pays en développement, avec notamment l'AIDSBOC, qui est une bibliothèque itinérante créée par Philippe Stark. Très bien. Pardon, donc, votre question. On travaille beaucoup avec les entreprises, effectivement, qui nous financent. Mais ce qui est vraiment plus intéressant encore, c'est l'implication des salariés. Et la possibilité de leur faire partager nos actions en venant nous voir, en venant sur nos projets. Et ça, c'est tout ce qui est le mécénat de compétences. Et je pense que c'est extrêmement riche. Alors, c'est au croisement de la RSE, de la RH, etc. Mais ça, c'est vraiment important. Et je sais que chez Total, notamment, vous le développez beaucoup. Et notamment autour des livres, d'ailleurs. En fait. Donc, c'était pas une question, peut-être une réaction pour compléter dans ce qui vient d'être dit sur l'initiative, Manuel? Alors, c'est justement ce qu'on est en train de prendre comme virage depuis 2 ans. C'est pas avoir encore un moyen de redistribuer finalement des bénéfices.
par une fondation distributive. Bien sûr. Mais plus, non seulement bien sûr de donner ces moyens que l'on a, et on peut faire cet effort-là, mais de faire avec. Parce que, mais pas aussi de pousser à, j'ai entendu tout à l'heure, oui. Nous on ne connaît pas. Bibliothèques sans frontières, voilà, c'est un exemple. Il y a des tas d'exemples qu'on pourrait donner, mais ce n'est pas notre métier en fait d'aller... donc on ne connaît pas, mais par contre on peut apporter, et on s'en rend compte, beaucoup de choses autres que juste de l'argent. Et en plus ça crée quand même, une fois de plus, une relation qui est différente, qui n'est pas une relation de la personne qui donne à l'autre qui dit merci. Eh oui. Puisque, en effet, ce que l'on en ressort, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est que nous, on apprend aussi. Nos salariés, quand je prends un juriste qui va conseiller une association sur la protection de brevets, parce qu'il y a des associations qui inventent, eh bien, elle va apprendre la façon dont l'association finalement a développé son innovation. Il va y avoir une retombée sur le groupe, etc., etc. Donc, on est typiquement dans le SDG. On est dans le gagnant-gagnant dont on parlait tout à l'heure. Et notamment les éléments de fierté. Et ça, c'est super. Merci pour la question. Merci à vous pour ces éléments. Je voudrais qu'on les applaudisse s'ils étaient vos invités cet après-midi. Merci Géraldine, Manuel et Patrick pour tout cela.